Ma famille a organisé le mariage de ma sœur aux Maldives. Puis, j'ai disparu pendant 1 an. Ma famille a organisé le mariage de ma sœur aux Maldives. Ils ont commencé à distribuer les billets à toute la famille, en disant « Ne t'inquiète pas, le mariage n'est pas pour demain. Tu auras bientôt le tien. » Le jour où nous étions censés prendre l'avion, j'ai vu leurs photos sur Facebook avec la légende « En route pour la destination de nos rêves ». J'ai appelé mes parents, et ils m'ont dit « Désolé ma chérie, nous avons oublié de réserver ta place dans l'avion et ta chambre d'hôtel. Et maintenant, tout est complet. » Papa a ajouté « Ce sont des choses qui arrivent, parfois. » Ma sœur a commenté « Enfin, le vrai bonheur sans les drames. » J'étais le seul membre de la famille, sur 47 personnes, à avoir été laissé de côté. J'ai simplement répondu « Ça arrive. » Puis, j'ai disparu pendant 1 an et ma famille a organisé le mariage de ma sœur aux Maldives. Ils ont commencé à distribuer les billets à toute la famille, en disant « Ne t'inquiète pas, le mariage n'est pas pour demain. Tu auras bientôt le tien. » Le jour où nous étions censés prendre l'avion, j'ai vu leurs photos sur Facebook avec la légende « En route pour la destination de nos rêves. » J'ai appelé mes parents, et ils m'ont dit « Désolé ma chérie, nous avons oublié de réserver ta place dans l'avion et ta chambre d'hôtel pour toi, et maintenant, tout est complet. » Papa a ajouté « Ce sont des choses qui arrivent, parfois. » Ma sœur a commenté « Enfin, le vrai bonheur sans les drames. » J'étais le seul membre de la famille, sur 47 personnes, à avoir été laissé de côté. J'ai simplement répondu « Ça arrive. » Puis, j'ai disparu pendant 1 an. Et avec le recul, je peux identifier le moment exact où ma famille a décidé que j'étais jetable. L'enveloppe est arrivée un mardi après-midi de mars, de couleur crème avec des reliefs dorés. À l'intérieur se trouvait une invitation au mariage de ma sœur Victoria aux Maldives, prévue pour septembre. Dans 6 mois. Largement le temps de se préparer. Du moins, c'est ce que je pensais. Je m'appelle Olivia Brennan, j'ai 32 ans et je travaille comme analyste financière dans une entreprise de taille moyenne à Chicago. Victoria est ma sœur cadette de 3 ans, l'enfant prodige qui ne pouvait jamais rien faire de mal aux yeux de nos parents. Notre famille est grande et très unie, ou du moins c'est ce que je croyais avant que tout ne s'effondre. Nous sommes 47 au total, si l'on compte tout le monde, parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, avec leurs conjoints et leurs enfants. Une grande famille irlando-catholique, du genre où les dîners du dimanche étaient obligatoires et où les jours de fête signifiaient louer des sections entières de restaurants. Les préparatifs du mariage ont commencé immédiatement. Victoria m'a appelé le lendemain de l'envoi des invitations, pétillante d'enthousiasme en me parlant de son fiancé, Connor, et de leur mariage de rêve à l'étranger. Elle s'est étendue sur les eaux turquoises, les plages de sable blanc et les cérémonies romantiques au coucher du soleil. Je l'ai félicitée, sincèrement heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un qui la rende si enthousiaste face à la vie. Au cours des mois suivants, la conversation de groupe familial a explosé de détails sur le mariage. Victoria partageait chaque décision, le nom de l'hôtel, le lieu de la cérémonie, le menu de la réception, les excursions prévues pour les invités. Maman a posté des photos de sa robe de mère de la mariée. Papa a plaisanté sur les dépenses, mais a dit que sa petite fille méritait le monde entier. Les cousins discutaient des arrangements de chambre et des excursions auxquelles ils s'étaient inscrits. Tout le monde semblait ravi de cette aventure tropicale. Puis, les billets ont commencé à arriver. En juillet, 2 mois avant le mariage, des membres de la famille ont commencé à poster des photos de leur confirmation de vol et de leur réservation d'hôtel. Ma cousine Rachel a été la première à recevoir les siens, s'exclamant dans le groupe à propos de sa chambre avec vue sur l'océan. Ensuite, mon frère Thomas a posté sa carte d'embarquement. Ma tante Margaret a partagé un compte à rebours sur Facebook. Un par un, tout le monde a reçu ses documents de voyage, sauf moi. Quand j'ai interrogé Victoria à ce sujet, elle m'a répondu par SMS, « Ne t'inquiète pas, le mariage n'est pas pour demain. Tu auras bientôt le tien. » J'ai essayé de ne pas paniquer. Peut-être qu'il les envoyait par l'eau. Peut-être que le mien s'était perdu par la poste. J'ai attendu une autre semaine, puis 2. Le groupe de discussion se remplissait de listes de choses à emporter et de recommandations d'équipements de plongée. Mon cousin James a demandé si quelqu'un voulait partager une voiture de location pour explorer l'île. Mon oncle Patrick a posté une photo de son nouveau maillot de bain, se faisant gentiment moquer par tout le monde pour son choix vestimentaire. Toujours rien pour moi. J'ai appelé ma mère à la mi-août, 3 semaines avant le départ. Elle semblait distraite quand elle a répondu,
avec de la musique et des rires en fond sonore. Ils dînaient en famille chez Thomas. Apparemment, personne ne m'en avait parlé. « Oh, ma chérie, je suis sûr que ça va arriver », a dit maman d'un ton désinvolte. « Tu sais comment est le courrier. Ne t'inquiète pas autant. » Mais tout le monde a déjà reçu le sien, ai-je insisté. « Peux-tu juste vérifier auprès de Victoria ? Pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème. » « Tout va bien, Olivia. Arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Je dois te laisser, nous allons bientôt manger. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. La veille du départ, assise dans mon appartement, je faisais défiler les réseaux sociaux. Toute ma famille postait des selfies pré-vacances à l'aéroport, des photos de groupe à la porte d'embarquement, et des vidéos enthousiastes sur le vol à venir. Victoria a fait un direct pour montrer son bagage à main, rempli de magazines de mariage et de masques pour le visage pour le vol. Je n'étais sur aucune de ces photos. Personne n'a mentionné mon absence. C'était comme si je n'existais pas. Le lendemain matin à 6 heures, je me suis réveillé avec une notification Facebook. Victoria avait posté une photo depuis l'intérieur de l'avion, des coupes de champagne levées, avec une légende « En route pour la destination de nos rêves ». Mes mains tremblaient en ouvrant la conversation de groupe familial. Les messages affluaient les uns après les autres. Des gens partageant leur numéro de siège, se plaignant des turbulences, excités par les divertissements à bord. 47 personnes en route vers le paradis. En fait, 46. Je n'étais pas là. J'ai appelé mon père. Il a répondu à la 5e sonnerie, les annonces de l'aéroport résonnant derrière lui. « Salut, ma puce. Fais vite, on est sur le point d'embarquer pour notre correspondance. » « Papa, où est mon billet ?» Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Tout le monde est à l'aéroport, sauf moi. Un silence s'est étiré entre nous. Puis je l'ai entendu expirer lentement. « Oh, Olivia. Je suis tellement désolé, ma chérie. Nous avons oublié de réserver ta place dans l'avion et ta chambre d'hôtel. Tout s'est passé si vite avec la réservation de groupe, et nous devions coordonner tant de personnes, que tu es passé entre les mailles du filet. Et maintenant, tout est complet. C'est la haute saison là-bas. Oublié. Ils ont oublié. Vous avez oublié, ai-je répété, la voix vide. Pendant 6 mois, vous avez oublié l'un de vos propres enfants. Ne sois pas si dramatique. Ce sont des choses qui arrivent. Nous nous rattraperons, je te le promets. Écoute, je dois vraiment y aller. On se parle à notre retour, d'accord ? Il a raccroché. Je suis resté assise sur mon canapé, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant le silence. 6 mois de préparatifs. 47 membres de la famille soigneusement coordonnés. Vols réservés, hôtels arrangés, excursions programmées, repas planifiés. Chaque personne prise en compte et incluse, sauf moi. J'étais la seule oubliée. J'ai rouvert Facebook et fait défiler les photos qui s'accumulaient. Ma famille embarquant dans les avions, arrivant à Singapour pour leur escale, postant des mises à jour du compte à rebours. 10 heures avant les Maldives. 8 heures. 6 heures. Puis Victoria a posté un selfie depuis la réception de l'hôtel, des boissons tropicales à la main, Connor l'embrassant sur la joue. La légende disait, enfin, le vrai bonheur sans les drames. Sans les drames. J'ai lu ces mots 3 fois avant que leur signification ne s'imprègne complètement. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur de logistique ou un simple oubli. C'était planifié. Il m'avait délibérément exclu, puis se moquait de mon absence. J'ai parcouru les publications précédentes de Victoria des derniers mois. En regardant avec un œil nouveau, je pouvais le voir maintenant. Chaque mise à jour sur le mariage qui me mentionnait était subtilement négative. J'espère que tout le monde saura rester positif et solidaire, posté après que j'ai suggéré un lieu moins cher. Certaines personnes doivent apprendre que cette journée n'est pas à propos d'elles, partagée après que j'ai mentionné que je ne pouvais pas me permettre la robe de demoiselle d'honneur de créateur qu'elle voulait. Je garde mon cercle restreint et sans drame pour le grand jour, posté avec une photo de toutes mes cousines, sauf moi. Elle avait construit une narration, me dépeignant comme difficile, comme quelqu'un qui causait des problèmes. Je repensais aux derniers mois, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. J'avais exprimé des inquiétudes sur les coûts, oui, mais je vivais avec un salaire d'analyste, essayant d'économiser pour mon propre avenir. J'avais posé des questions sur la logistique,
car je suis de nature soucieuse du détail. J'avais proposé mon aide pour l'organisation, mais Victoria disait toujours qu'elle gérait la situation. Apparemment, gérer signifiait m'effacer de la liste des invités. J'ai passé toute la journée à regarder les vacances de ma famille se dérouler sur les réseaux sociaux. Jet ski, plongée, beach volley, cocktail au coucher du soleil, soins au spa, chaque personne s'amusant comme jamais, pendant que j'étais seul dans mon appartement. Ma cousine Rachel a posté une vidéo de sa chambre, s'extasiant sur les pétales de fleurs sur le lit et le chocolat sur l'oreiller. Mon frère Thomas a fait un direct depuis la piscine de l'hôtel, montrant le bord à débordement qui semblait se fondre dans l'océan. Ma mère a posté une photo de toute la famille réunie pour un dîner de bienvenue, tout le monde en imprimés tropicaux, souriant comme s'ils n'avaient aucun souci au monde. J'ai compté les visages sur cette photo. 46 personnes. Quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement en fin d'après-midi. Mon amie Samantha, que je connaissais depuis l'université, se tenait là avec de la nourriture chinoise à emporter et une bouteille de vin. J'ai vu les publications, a-t-elle dit doucement. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait vraiment laissé derrière. Je l'ai laissé entrer, reconnaissante de ne pas avoir à expliquer. Samantha avait rencontré ma famille de nombreuses fois au fil des ans. Elle avait été témoin de suffisamment d'interactions gênantes pour comprendre la dynamique. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé pendant que nous mangions, allongés sur mon canapé. « Je ne sais pas », ai-je admis. « Que puis-je faire ?» Me pointer en colère et prouver que je suis la personne dramatique que Victoria prétend que je suis. Les confronter et me faire manipuler en entendant que c'était une erreur honnête? Couper les ponts et devenir la paria aigrie de la famille. Ou bien, a dit Samantha avec précaution, tu pourrais faire quelque chose de complètement différent. Je l'ai regardée, interrogative. Et si tu disparaissais, tout simplement? Pas de façon dramatique, pas avec colère. Juste te retirer discrètement et voir combien de temps ils mettent à remarquer ton absence. L'idée a germé dans mon esprit. Que se passerait-il si je cessais simplement de participer? Si j'arrêtais de répondre aux conversations de groupe, de me présenter aux événements familiaux, d'essayer d'entretenir des relations avec des gens qui ne m'estimaient clairement pas, ça semble passif, ai-je dit, dubitative. Vraiment? Samantha a versé plus de vin dans nos 2 verres. Où est-ce la chose la plus puissante que tu puisses faire? Cesser de leur donner ton énergie, ton temps, ton travail émotionnel. Laisse-les vivre avec leur choix de t'exclure. Le week-end du mariage s'est déroulé en ligne comme une émission de télé-réalité que je ne pouvais m'empêcher de regarder. Le dîner de répétition, avec des discours sur les liens familiaux et l'amour inconditionnel. La cérémonie elle-même, Victoria magnifique dans sa robe blanche sur la plage au coucher du soleil. La réception sous les étoiles, tout le monde dansant et célébrant. Le lendemain, le brunch, décontracté et détendu, mon cousin James faisant une imitation comique des jeunes mariés. Pas une seule personne n'a mentionné mon absence. Personne n'a dit « j'aimerais qu'Olivia soit là ». Personne n'a demandé où j'étais. Personne ne semblait s'en soucier. Sur le vol de retour, ma mère a posté une photo de toute la famille à la porte d'embarquement avec une légende, la meilleure semaine de nos vies avec les meilleures personnes au monde. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est simplement tu. Ni colère, ni tristesse, juste le silence. J'ai arrêté de consulter la conversation de groupe familial. J'ai mis en sourdine les notifications de tout le monde. Quand mon téléphone sonnait avec les noms de membres de ma famille, je laissais aller à la messagerie vocale. Je ne répondais ni aux appels ni aux SMS. Je me suis simplement tu. La première semaine, personne n'a remarqué. Ils étaient tous trop occupés à poster des photos souvenirs du voyage et à revivre leurs moments préférés. La deuxième semaine, j'ai reçu un SMS de Victoria, « As-tu reçu les photos de mariage professionnel que j'ai envoyées par email ?» Je n'ai pas répondu. La troisième semaine, ma mère a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. En octobre, les messages sont devenus plus insistants. « Olivia, pourquoi ne réponds-tu pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne sois pas puéril à propos du mariage. Nous avons dit que nous étions désolés. » Ils avaient dit qu'ils étaient désolés. J'ai parcouru tous les messages. Pas une seule fois quelqu'un ne s'était réellement excusé. Ce sont des choses qui arrivent, de mon père n'était pas une excuse. Vrai bonheur sans les drames, de Victoria ne l'était certainement pas. Personne n'avait reconnu la peine qu'ils avaient causée ou assumé la responsabilité de m'avoir délibérément exclu. Mais les voilà,
irrité que je ne joue plus le jeu. Je les ai bloqués des réseaux sociaux. Tous, parents, frères et sœurs, cousins, oncles et tantes. 46 personnes retirées de ma vie numérique en une soirée. Puis j'ai changé de numéro de téléphone et n'ai partagé le nouveau avec aucun membre de la famille. Samantha était la seule à savoir comment me joindre, et je lui faisais confiance pour ne pas donner mes coordonnées. Le travail est devenu ma priorité. Je me suis jeté à corps perdu dans mes projets avec une énergie renouvelée. Mon patron l'a remarqué et m'a confié un client de premier plan. J'ai commencé à suivre des cours du soir pour mon MBA. Je me suis inscrite à une salle de sport et j'y suis allé régulièrement. J'ai voyagé seul pour la première fois, passant un long week-end à Montréal juste parce que j'avais toujours voulu visiter. La vie sans ma famille était étonnamment paisible. Je me suis fait de nouveaux amis grâce à mon programme de MBA. J'ai commencé à sortir avec un gars nommé Andrew de mon cours de modélisation financière. J'ai obtenu une promotion au travail avec une augmentation substantielle. J'ai déménagé dans un meilleur appartement dans un quartier plus agréable. J'ai adopté une chienne de refuge nommée Pépère qui dormait sur mon lit et m'apportait une joie pure à chaque fois que je rentrais à la maison. Les mois ont passé. Par l'intermédiaire de Samantha, qui était restée amie avec ma cousine Rachel sur les réseaux sociaux, j'ai eu des nouvelles éparses. Ma famille était apparemment déconcertée par ma disparition. Ils oscillaient entre la colère et la confusion. Certains prétendaient que je surréagissais. D'autres disaient que j'étais manipulatrice. Personne, selon Samantha, ne semblait comprendre que leurs actions avaient des conséquences. Thanksgiving est passé. Je l'ai passé avec la famille d'Andrew, qui m'a accueilli chaleureusement et m'a posé de vraies questions sur ma vie. Noël a été calme, juste moi, Pépère et un petit sapin dans mon salon. Le chaos des réunions de famille, la compétition subtile, le sentiment d'être perpétuellement ignoré ne me manquait pas. Le soir du Nouvel An, j'étais à une fête avec mes camarades de MBA quand Samantha m'a transféré une capture d'écran. Ma mère avait posté dans le groupe familial, « Quelqu'un n'a-t-il des nouvelles d'Olivia ?» Ça fait des mois. Je commence à m'inquiéter. Commencer à s'inquiéter. Après 4 mois de silence, elle commençait à s'inquiéter. Quelqu'un a répondu, « Elle est probablement juste occupée par son travail. » Mon frère Thomas a écrit, « Elle finira par revenir. » Vous savez comment est Olivia. Comment est Olivia? Comme si j'étais le problème. Comme si j'étais encline à disparaître sans raison, plutôt que de réagir au fait d'avoir été délibérément exclu et moqué. La Saint-Valentin a apporté un développement inattendu. Andrew m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Milwaukee, me surprenant pendant un dîner dans un restaurant avec vue sur le lac. J'ai dit oui, sincèrement heureuse avec cet homme qui me voyait, qui m'estimait, et qui n'aurait jamais imaginé oublier de m'inclure dans les événements importants de la vie. Nous avons décidé d'un simple mariage à la mairie en mai, suivi d'un petit dîner avec des amis proches. Pas de grande production, pas de cérémonie à l'étranger, pas de planification élaborée, juste nous deux et les personnes qui tenaient vraiment à nous. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient clairement montré leur position aux Maldives. Grâce aux informations continues de Samantha via les réseaux sociaux, j'ai appris que Victoria était enceinte. Ma mère postait constamment sur le fait de devenir grand-mère, son premier petit enfant, le miracle d'une nouvelle vie. Mon frère Thomas et sa femme ont annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant. La famille s'est ralliée autour de ces heureux événements avec enthousiasme et soutien. Je ne ressentais rien. Ces gens étaient des étrangers pour moi maintenant. Mon jour de mariage en mai a été parfait. Une petite cérémonie à la mairie. 15 invités au total. Dîner ensuite dans un restaurant italien intime que Andrew et moi adorions. Samantha était ma demoiselle d'honneur. La sœur d'Andrew était sa témoin. Toutes les personnes présentes voulaient sincèrement nous célébrer. En prononçant mes vœux, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à ma famille depuis des semaines. Ils ne faisaient tout simplement plus partie de ma vie. Je construisais quelque chose de nouveau, de meilleur, quelque chose qui n'incluait pas les gens qui me considéraient comme jetable. L'été a apporté ma promotion au poste d'analyste senior et mon inscription à un programme de MBA accéléré. Andrew a trouvé un nouvel emploi avec une augmentation de salaire significative. Nous avons commencé à chercher des maisons, à parler de notre avenir, à faire des projets qui ne nécessitaient l'approbation de personne d'autre que la nôtre. 1 an après le mariage aux Maldives, Samantha m'a appelé. « Ton père essaie de te joindre par mon intermédiaire », a-t-elle dit avec précaution. Il a trouvé mon numéro d'une manière ou d'une autre.
Veux-tu lui parler? J'y ai réfléchi un instant. Mets-le en conférence à 3. Je vais parler, mais je ne lui donnerai pas mon nouveau numéro. Elle l'a ajouté à l'appel. Olivia? La voix de mon père semblait plus vieille. Olivia, c'est bien toi? Je suis restée silencieuse. S'il te plaît, ma chérie, si c'est toi, dis juste quelque chose. Ta mère est hors d'elle. Nous devons parler de ça. Quoi que nous ayons fait, nous pouvons le réparer. Tu ne peux pas simplement nous couper de ta vie pour toujours. Vous m'avez oublié, ai-je dit doucement. 47 personnes, et vous en avez oublié une. Votre propre fille. Et puis vous vous êtes moqué de mon absence. C'était une erreur, a-t-il insisté. Nous avons essayé d'expliquer. Victoria était stressée par les préparatifs du mariage. Les choses se sont embrouillées. Ce n'était jamais intentionnel. Papa, vous avez coordonné les vols, les hôtels, les excursions et les repas pour 46 personnes pendant 6 mois. Un tel niveau d'organisation n'exclut pas quelqu'un par accident. Vous avez choisi de me laisser de côté. Le commentaire de Victoria sur le vrai bonheur sans les drames l'a rendu parfaitement clair. Silence à l'autre bout du fil. Où es-tu? A-t-il finalement demandé. Es-tu toujours à Chicago? Est-ce que tu vas bien? Je vais mieux que bien, lui ai-je dit honnêtement. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Pas en faisant semblant pour les réseaux sociaux. J'ai une vie avec des gens qui m'estiment, qui n'imagineraient jamais oublier de m'inclure dans quelque chose d'important. Mais nous sommes ta famille. Non, les jeux corrigés. Vous êtes les personnes auxquelles je suis lié par la biologie. La famille, ce sont les gens qui sont là pour vous, qui vous font une place, qui vous traitent comme si vous comptiez. Vous n'êtes pas ces personnes. Olivia, s'il te plaît. Ta mère veut te voir. Victoria se sent terriblement mal à propos de tout ça. Nous tous. Victoria se sent mal? Est-ce pour ça qu'elle ne m'a pas appelé une seule fois en 12 mois? Pourquoi a-t-elle posté le vrai bonheur sans les drames et ne s'est jamais excusée? Pourquoi aucun de vous n'a remarqué mon absence avant des mois plus tard? Il n'avait pas de réponse à cela. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai une vie à reprendre. Attends. Pouvons-nous nous voir? Pouvons-nous en parler en personne? Il y a tant de choses à expliquer. Tant de choses que tu ne comprends pas sur ce qui s'est passé. Il n'y a rien à expliquer, papa. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes et ce que je représente pour vous. Je commence enfin à vous croire. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Andrew m'a trouvé sur le canapé après, la tête de Pépère sur mes genoux. Il s'est assis à côté de moi, sans rien dire, juste en étant présent. Voilà à quoi ressemblait l'amour. Voilà ce que la famille devrait être. Ils ont appelé, ai-je dit inutilement. Que voulaient-ils? Expliquer, arranger les choses, me faire comprendre que m'oublier n'était en quelque sorte pas de leur faute. Andrew a secoué la tête. Tu ne leur dois rien. Je sais. C'est juste étrange, tu sais? Il y a un an, j'aurais tout fait pour qu'ils m'aiment, pour me sentir incluse, pour faire partie du cercle intime. Et maintenant? J'y ai réfléchi attentivement. Maintenant, je réalise que je courais après quelque chose qui n'a jamais été réel. La grande famille heureuse était une performance, et on ne m'a jamais donné de rôle. Ils n'ont pas oublié de m'inclure dans le voyage aux Maldives. Ils ont choisi de ne pas m'inclure, puis m'ont fait croire que c'était un accident. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un autre numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour trouver un message de Victoria. Maman m'a dit que papa t'a parlé. Je suis désolé pour tout. J'étais submergé par les préparatifs du mariage et j'ai laissé les choses déraper. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je suis enceinte de 7 mois et je veux retrouver ma sœur dans ma vie. Ta nièce a besoin de sa tante. Ta nièce a besoin de sa tante. Pas, j'ai besoin de ma sœur. Pas, tu me manques. Pas, je suis désolé de t'avoir délibérément blessé et de m'être moqué de toi publiquement. Juste un appel à l'obligation, au rôle que j'étais censé jouer dans leur drame familial. J'ai montré le SMS à Andrew. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. Rien, ai-je dit simplement. Elle ne veut pas que je revienne parce qu'elle m'estime ou m'aime. Elle veut que je revienne parce qu'elle a besoin de quelque chose de moi. Du babysitting, probablement.
du soutien pendant sa grossesse. Du travail gratuit déguisé en obligation familiale. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le reste de l'année s'est déroulé paisiblement. Andrew et moi avons acheté une maison en septembre, un charmant bungalow avec un jardin clôturé pour Pepper. J'ai obtenu mon MBA en décembre, avec déjà des offres d'emploi de 3 entreprises différentes. Nous avons organisé Thanksgiving dans notre nouvelle maison avec la famille d'Andrew et nos amis proches, la salle à manger remplie de rire et de chaleur authentique. Le matin de Noël, je me suis réveillé avec Andrew préparant le café dans notre cuisine, Pepper étalée sur notre lit, la lumière du soleil d'hiver entrant par les fenêtres. C'était la paix. C'était chez nous. C'était tout ce que j'avais voulu et jamais eu avec ma famille biologique. Mon téléphone a sonné avec encore un autre numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté le message de ma mère. Olivia, c'est maman. Je sais que tu ne veux pas nous parler, mais j'ai besoin que tu écoutes. Victoria a eu le bébé, une fille nommée Charlotte. Elle est belle et parfaite, et elle devrait avoir sa tante dans sa vie. Nous devrions tous. Je sais que nous t'avons blessé. Je sais que la situation des Maldives a été mal gérée, mais ça fait plus d'1 an, ma chérie. À un moment donné, il faut pardonner et aller de l'avant. C'est ce que fait une famille. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît, viens rencontrer ta nièce. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. Andrew m'a regardé supprimer le message vocal. Ça va? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit, et je le pensais. J'en ai fini de leur expliquer pourquoi leurs actions m'ont blessé. J'en ai fini d'essayer de leur faire comprendre. J'en ai fini d'accepter des miettes et d'appeler ça de l'amour. Il m'a prise dans ses bras. Bien. De nouvelles opportunités ont commencé à émerger au cours de la nouvelle année. L'une des entreprises qui m'avait courtisé après mon diplôme m'a offert un poste de directrice dans leur bureau de New York. Une promotion importante, une augmentation de salaire significative, une chance de construire une équipe à partir de zéro. L'entreprise d'Andrew avait aussi un bureau à New York, et ils essayaient de le faire muter depuis des mois. Nous en avons parlé sérieusement. Chicago ne représentait plus rien pour moi, sauf de mauvais souvenirs déguisés en obligations familiales. New York signifiait un nouveau départ, de nouvelles aventures, construire notre vie exactement comme nous le voulions. Nous avons mis notre maison en vente en février et accepté des emplois à New York en mars. La semaine avant notre déménagement, Samantha et moi avons dîné dans notre restaurant préféré. Elle avait été ma constante à travers tout, ne me poussant jamais à la réconciliation, soutenant toujours la décision que je prenais. Tu vas me manquer, a-t-elle dit au dessert. Mais je suis si fier de toi. Tu t'es éloigné de la toxicité et tu as construit quelque chose de magnifique. Je te dois tout, lui ai-je dit honnêtement. C'est toi qui étais là ce premier jour où j'avais besoin que quelqu'un voie que je n'étais pas folle. Tu n'as jamais été folle. Tu as été blessé par des gens qui auraient dû te protéger, et tu as choisi de te protéger toi-même. Ce n'est pas de la folie. C'est de la survie. Promets-moi que tu ne leur donneras pas mes coordonnées s'ils reviennent, ai-je dit. Jamais fait, jamais je ne le ferai, m'a-t-elle assuré. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le parking, promettant de nous rendre visite souvent et de rester proches malgré la distance. Le jour du déménagement est arrivé. Des déménageurs professionnels ont chargé nos affaires dans un camion pendant qu'Andrew et moi faisions un dernier tour de notre maison de Chicago. Tant de bons souvenirs ici. Notre première maison ensemble, l'endroit où j'avais reconstruit ma vie en quelque chose dont j'étais fier. En partant, suivant le camion de déménagement vers notre nouvelle aventure, je n'ai pas regardé en arrière. Ni la maison, ni la ville, ni la famille qui m'avait si clairement montré que je ne comptais pas pour eux. New York nous a accueillis à bras ouverts. L'énergie, le rythme, les possibilités. Notre nouvel appartement à Brooklyn avait des briques apparentes et d'immenses fenêtres, et assez d'espace pour que Pepper puisse courir après ses jouets. Mon nouveau bureau donnait sur la skyline de Manhattan. Le trajet d'Andrew était un simple voyage en métro. Tout s'est mis en place avec une facilité surprenante. J'ai changé légalement mon nom de famille, prenant celui d'Andrew. Olivia Brennan est devenue Olivia Martinez. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie. La personne qui voulait désespérément l'approbation de sa famille n'existait plus. 6 mois après notre arrivée à New York, j'ai reçu un message LinkedIn de ma cousine Rachel.
La seule personne de ma famille avec qui Samantha avait maintenu un contact sur les réseaux sociaux, la source de nos mises à jour sur les drames familiaux. Salut Olivia, disait le message. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de nouvelles de nous, mais je devais te contacter. Je comprends enfin ce qui t'est arrivé. Ma sœur Grace vient de se marier et mes parents ont oublié de m'inclure dans les préparatifs. J'ai reçu une invitation de courtoisie à la réception locale mais je n'ai pas été invité à la partie à l'étranger avec le reste de la famille. Quand je les ai confrontés, ils ont dit que j'étais dramatique, que ce n'était pas grave, que je devais passer à autre chose. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu pendant la situation des Maldives. Je comprends maintenant. Je suis tellement désolé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Rachel vivant la même exclusion que moi. Le schéma familial se poursuivant, trouvant de nouvelles cibles, répétant la même cruauté. J'ai répondu, je suis désolé que tu aies traversé ça. C'est douloureux de réaliser que les personnes qui devraient t'aimer inconditionnellement te voient en réalité comme jetable. Pour ce que ça vaut, m'éloigner a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il y a la paix de l'autre côté de leur toxicité. J'espère que tu la trouveras aussi. Elle a répondu immédiatement. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? J'ai besoin de comprendre comment tu as fait. Comment tu as simplement tourné la page et construit une nouvelle vie. Nous avons programmé un appel vidéo pour le week-end suivant. Rachel avait l'air fatiguée lorsque son visage est apparu à l'écran, plus âgée que la cousine dont je me souvenais. Merci de me parler, a-t-elle dit. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'étais pas sûr non plus, ai-je admis. Mais je me souviens à quel point je me sentais seul ce jour-là après les Maldives. Si je peux t'aider à te sentir moins seul maintenant, je veux le faire. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté le mariage de sa sœur, l'exclusion délibérée, la manipulation psychologique lorsqu'elle a essayé d'en parler. La famille se liguant pour lui dire qu'elle surréagissait, qu'elle était difficile, qu'elle causait des drames inutiles. Le même scénario qu'ils avaient utilisé avec moi. Comment as-tu fait, a-t-elle finalement demandé. Comment as-tu simplement disparu? J'ai arrêté de me battre pour une place dans leur vie, ai-je expliqué. J'ai arrêté d'essayer de prouver que je méritais un meilleur traitement. J'ai arrêté d'accepter leur récit selon lequel j'étais le problème. Et puis j'ai investi toute cette énergie dans la construction de quelque chose de nouveau avec des gens qui m'estimaient vraiment. Mais c'est la famille. La biologie n'est pas la loyauté, Rachel. Être parent ne t'oblige pas à accepter les mauvais traitements. Tu peux aimer les gens à distance, ou tu peux choisir de ne pas les aimer du tout. Dans tous les cas, c'est à toi de décider qui a accès à ta vie. Elle a pleuré un peu. Je comprenais. Laisser tomber le fantasme familial, c'est un deuil. Un deuil réel et légitime. Que dois-je faire maintenant, a-t-elle demandé. Tout ce que tu dois faire pour ta propre paix. Si cela signifie un contact limité, c'est très bien. Si cela signifie une distance totale, c'est très bien aussi. Si cela signifie essayer de réparer les choses, c'est valable également. Il n'y a pas de mauvaise réponse, sauf de continuer à accepter d'être maltraité. Après avoir raccroché, Andrew m'a demandé si j'allais bien. Oui, ai-je dit. C'est juste étrange, tu sais? J'ai passé si longtemps à penser que j'étais le problème, que si je pouvais juste être meilleure, moins dramatique, plus accommodante, ils me traiteraient mieux. Mais il ne s'agissait jamais de moi. C'est juste ce qu'ils sont. Regrettes-tu jamais d'être parti? J'y ai pensé honnêtement. Non, pas une seule fois. Mon seul regret est d'avoir perdu tant d'années à essayer de gagner un amour qui n'allait jamais être donné librement. La vie à New York a continué à dépasser les attentes. J'ai construit une équipe incroyable au travail, encadrant de jeunes analystes comme j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Andrew et moi avons voyagé dès que nous le pouvions, explorant le monde ensemble. Nous nous sommes liés d'amitié avec nos voisins, avons rejoint un jardin communautaire et sommes devenus des habitués de notre café préféré. 2 ans après ma disparition, je suis tombé enceinte. Andrew et moi étions ravis, effrayés, excités, dépassés. Nous l'avons d'abord dit à sa famille, et ils ont célébré avec du champagne et des larmes de joie. Sa mère a immédiatement commencé à tricoter des couvertures pour bébé. Son père a commencé à construire un berceau dans leur garage. Voilà à quoi ressemblait la famille. Voilà ce qu'était l'amour. J'ai pensé à le dire à ma famille biologique.
Une partie de moi voulait qu'ils sachent qu'ils auraient un autre petit enfant dans le monde, un qu'ils ne rencontreraient jamais à cause des choix qu'ils avaient faits. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ils ne méritaient pas de le savoir. Ils avaient perdu le privilège d'être dans ma vie lorsqu'ils m'avaient délibérément exclu puis refusé d'en assumer la responsabilité. Notre fille est née en décembre, juste avant Noël. Nous l'avons appelée Sophia Grace Martinez. Elle était parfaite, minuscule, forte et à nous. La famille d'Andrew nous rendait visite constamment, apportant de la nourriture, des provisions et un soutien sans fin. Nos amis ont organisé des chaînes de repas et proposé de faire du babysitting. Nous étions entourés de gens qui étaient là pour nous. Les personnes qui partageaient mon ADN? Elles n'avaient aucune idée de l'existence de Sophia. Aux alentours du premier anniversaire de Sophia, Samantha a de nouveau appelé. Ta mère a trouvé mon numéro professionnel, a-t-elle expliqué. Elle a laissé un message vocal disant que ton père avait eu une crise cardiaque. Il est stable, mais elle voulait que tu le saches. Parfois, je me demandais s'il pensait à moi. Si Victoria avait un jour parlé à sa fille Charlotte de la tante qu'elle ne rencontrerait jamais. Si mes parents regrettaient leur choix ou s'ils s'étaient convaincus que j'étais la personne déraisonnable. Si Thomas ou mes cousins ou qui que ce soit d'autre avaient un jour remis en question le récit familial sur ce qui s'était passé. Mais la plupart du temps, je ne pensais pas du tout à eux. Ils étaient des personnages d'une histoire que j'avais fini de lire, un chapitre que j'avais fermé et dépassé. La fête du premier anniversaire de Sophia était tout ce que le mariage de Victoria aux Maldives n'était pas. Petite, intime, remplie de gens qui nous aimaient sincèrement. Pas de performance, pas de production pour les réseaux sociaux, pas de faux semblants, juste une connexion et une joie réelle. En regardant Andrew donner à Sophia son premier goût de gâteau d'anniversaire, son visage se crispant dans une confusion ravie face à la douceur, j'ai ressenti une gratitude immense. La gratitude qu'ils aient oublié de réserver ma place pour les Maldives. La gratitude qu'ils m'aient si clairement montré qui ils étaient. La gratitude que leur rejet m'ait poussé vers quelque chose de meilleur. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le coucher de Sophia, Samantha a appelé. Ta mère a retrouvé mon numéro de travail, a-t-elle dit doucement. Elle a laissé un message vocal. Ton père a eu une crise cardiaque. Il va bien, il est stable, mais elle voulait que tu le saches. Andrew m'a trouvé debout dans la cuisine, le téléphone toujours à la main. Tout va bien, a-t-il demandé doucement. Mon père a eu une crise cardiaque. Il est stable, mais ma mère voulait que je le sache. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, ai-je dit. J'espère qu'il se rétablira. Sincèrement. Mais je ne retournerai pas vers des gens qui m'ont blessé juste parce qu'ils subissent enfin les conséquences de la perte de quelqu'un qu'ils tenaient pour acquis. Il m'a enlacé par derrière. D'accord. Est-ce que c'est horrible, ai-je demandé. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ça fait de toi quelqu'un qui a appris à se protéger quand personne d'autre ne le ferait. Il n'y a rien de mal à ça. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de fleurs ni de cartes. J'ai simplement continué à vivre ma vie, la vie que j'ai bâtie sur les cendres de leur rejet. Une vie pleine, belle, et entièrement mienne. Un samedi matin, en emmenant Sophia et les chiens au parc, j'ai vu un visage familier de l'autre côté de l'aire de jeu. Ma tante Margaret, la sœur de ma mère, poussant un bambin sur les balançoires. Elle a levé les yeux et nos regards se sont croisés à distance. Pendant un instant, aucune de nous n'a bougé. Puis Margaret a commencé à marcher vers moi, l'incertitude peinte sur son visage. Olivia, dit-elle timidement. C'est vraiment toi. Sophia s'est cachée derrière mes jambes, timide avec les étrangers. J'ai posé une main protectrice sur son épaule. Salut, Margaret, ai-je dit d'un ton neutre. Je n'arrive pas à y croire. Nous te cherchons depuis des années. Ta mère est hors d'elle. Où étais-tu? Pourquoi as-tu disparu? Je n'ai pas disparu, l'ai-je corrigé. Je me suis retiré d'une situation où j'étais maltraité. Mais c'était un malentendu, une erreur avec les réservations du mariage. Tu as disparu sans donner à personne une chance de s'expliquer. Voilà. La même manipulation, le même refus de reconnaître ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas un malentendu, Margaret. C'était un choix délibéré de m'exclure puis de se moquer de mon absence. Et personne ne s'est excusé. Personne n'a pris ses responsabilités. Ils se sont juste mis en colère que j'arrête d'accepter d'être maltraité.
Tu es ridicule. La famille se pardonne. On ne coupe pas les ponts pour toujours pour un petit incident. J'ai baissé les yeux vers Sophia, puis de nouveau vers Margaret. Voici ma fille. Elle s'appelle Sophia. Elle ne te connaîtra jamais, ni personne d'autre de ce côté de sa famille. Non pas parce que je suis mesquine ou rancunière, mais parce que je la protège de personnes qui pensent que l'amour doit être conditionnel et que les mauvais traitements doivent être tolérés. Le visage de Margaret est devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas la priver de sa famille. Regarde-moi bien, ai-je dit calmement. Vous m'avez appris que la famille est facultative quand vous avez tous choisi de m'exclure. J'applique simplement la même logique. Viens, Sophia. Allons de l'autre côté du parc. Alors que nous nous éloignons, Margaret m'a crié, ta mère mérite de rencontrer sa petite fille. Tu es cruel. J'ai continué à marcher. Sophia m'a regardé avec ses yeux bruns curieux. C'était qui cette dame, maman? Personne d'important, ma chérie. Juste quelqu'un que je connaissais autrefois. Ce soir-là, Samantha a appelé. Ta famille essaie de te joindre à nouveau par mon intermédiaire, a-t-elle dit, lasse. Apparemment, Margaret t'a vu et l'a dit à tout le monde. Ta mère m'a envoyé un email. Victoria a laissé un message vocal à mon bureau. Veux-tu que je les bloque? Si tu peux, ai-je dit. Je suis désolé qu'ils t'importunent. Ne t'en fais pas. Je voulais juste que tu saches qu'ils intensifient leurs efforts. La semaine suivante, j'ai remarqué une escalade des tentatives. Quelqu'un a essayé de m'ajouter en ami sur les quelques sites de réseautage professionnel où j'avais encore des profils sous mon nom de jeune fille. J'ai rendu ces profils privés et changé mon nom de famille partout en Martinez. Andrew et moi avons discuté de prendre une boîte postale pour tout courrier transféré, juste au cas où. Andrew m'a regardé mettre à jour méthodiquement les paramètres de confidentialité et supprimer toute trace de mon ancien nom en ligne. Ça va? Mieux que bien. Je m'assure enfin qu'ils ne pourront plus jamais me retrouver. Le 7e anniversaire de Sophia a apporté une nouvelle inattendue. Andrew s'est vu offrir un poste à Londres. Une opportunité incroyable, une chance de diriger leur expansion européenne. Nous avions toujours parlé de vivre à l'étranger un jour. Sophia était assez jeune pour que la transition soit facile. Mon entreprise avait un bureau à Londres qui m'accueillerait. Nous avons décidé de nous lancer. Vendre notre appartement de New York, refaire nos valises, nous préparer pour une autre aventure. Cette fois, encore plus loin de Chicago, encore plus de distance entre moi et les gens qui m'avaient montré que je ne comptais pas. La veille de notre vol pour Londres, Samantha est venue pour un dîner d'adieu. Elle nous avait rendu visite régulièrement à New York au fil des ans, le seul lien que j'avais maintenu de ma vie à Chicago. Je suis si fier de toi, a-t-elle dit alors que nous regardions Sophia et Andrew jouer avec les chiens dans le salon. Regarde tout ce que tu as construit. Regarde comme tu es heureuse. Je te le dois, lui ai-je dit. C'est toi qui m'as suggéré de disparaître ce premier jour. Tu m'as donné la permission de me choisir. Tu aurais fini par le comprendre. J'ai juste aidé à accélérer le processus. Nous nous sommes serrés dans les bras à la porte, promettant de nous rendre visite, sachant que notre amitié survivrait à la distance comme elle avait survécu à tout le reste. Londres était magique. L'histoire, la culture, les opportunités. Sophia s'est inscrite dans une école primaire britannique et est revenue à la maison avec un adorable accent et des histoires sur ses nouveaux amis. Andrew s'est épanoui dans son rôle. J'ai noué des relations avec nos clients européens et étendu mon influence au sein de l'entreprise. Nous avons acheté une maison à Richmond près de la Tamise avec un jardin où les chiens pouvaient courir. Nous nous sommes liés d'amitié avec nos voisins, des expatriés et des londoniens. Nous avons voyagé à travers l'Europe pendant les longs week-ends, construisant une vie qui semblait sortie d'un rêve. 8 ans après le mariage aux Maldives, j'ai été promu vice-présidente senior. Reconnaissance à l'échelle de l'entreprise, articles dans des publications spécialisées, conférences. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, accompli sans aucun soutien des personnes qui partageaient mon ADN. Le succès était d'autant plus doux que je l'avais obtenu entièrement selon mes propres termes. Un après-midi, en triant le courrier dans notre maison de Londres, j'ai trouvé une enveloppe qui semblait officielle. Elle avait été transférée via plusieurs adresses, me retrouvant d'une manière ou d'une autre de Chicago à New York, puis à Londres. Ma mère devait avoir engagé quelqu'un pour me retrouver. À l'intérieur se trouvait une longue lettre, plusieurs pages,
l'écriture de ma mère, serrée et désespérée. Elle écrivait sur la santé déclinante de mon père, sur les difficultés de Victoria avec sa deuxième grossesse, sur le divorce de Thomas, sur divers drames et crises familiales. Elle écrivait à quel point je leur manquais, à quel point les fêtes semblaient vides sans moi, à quel point tout avait mal tourné. Et puis, enfoui dans la 3e page, quelque chose qui ressemblait presque à une prise de responsabilité. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé avec le mariage de Victoria. J'ai lu des livres sur la dynamique familiale et la violence psychologique. J'ai parlé à un thérapeute. Je commence à comprendre que ce que nous t'avons fait n'était pas juste une erreur. C'était cruel. Nous t'avons délibérément exclu parce que tu remettais en question certains des choix de Victoria et nous voulions te punir de ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle voulait. Ton père et moi nous sommes convaincus que nous protégions le jour spécial de Victoria. Nous n'avons pas pensé à ce que nous te faisions. Honnêtement, nous ne nous en soucions pas. Et puis quand tu as disparu, nous étions en colère contre toi plutôt que de regarder notre propre comportement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais que cette lettre ne compte probablement plus pour toi. Je sais que tu as construit toute une vie sans nous, mais je devais le dire quand même. Tu méritais mieux de notre part. Tu méritais mieux de ma part, j'ai lu ces mots 3 fois. Les excuses que j'avais voulues il y a 8 ans. La responsabilité que j'avais ardemment désirée. L'aveu qu'ils avaient eu tort et que j'avais eu raison. Cela sonnait creux maintenant. Trop peu, trop tard, et toujours entourés de leurs propres souffrances, de leurs propres besoins, de leurs propres désirs de résolution. J'ai montré la lettre à Andrew ce soir-là. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. « Rien, ai-je dit. » Des excuses qui arrivent 8 ans plus tard, seulement après qu'ils aient épuisé toutes les autres options et engagé quelqu'un pour me retrouver, ne sont pas vraiment des excuses. C'est juste une autre tactique de manipulation. Veux-tu répondre? J'y ai réfléchi attentivement. Non. J'ai passé des années à vouloir qu'ils comprennent à quel point ils m'avaient blessé. Des années à espérer qu'ils prendraient leurs responsabilités, des années à attendre de véritables excuses. Maintenant qu'elles sont enfin là, je réalise que je n'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de leur validation, de leur compréhension ou de leur regret. J'ai tourné la page il y a des années. J'ai jeté la lettre. Sophia est entrée en courant dans la cuisine, de retour de l'école, pleine d'histoires sur sa journée. Elle a serré mes jambes et a bavardé sur sa leçon de maths et le jeu auquel elle avait joué à la récréation. C'était ma famille maintenant. Cette belle fille, cet homme merveilleux, cette vie que nous avions créée ensemble. Les gens à Chicago qui m'avaient oublié. Ils n'étaient que les fantômes d'un passé que j'avais dépassé. Les années ont continué à passer à Londres. Sophia est devenue une adolescente confiante et gentille. Andrew et moi avons célébré notre 15e anniversaire de mariage. J'ai été promue vice-présidente exécutive, supervisant toutes les opérations européennes. Nous avons beaucoup voyagé, montré le monde à Sophia, et lui avons donné tout ce que ma famille ne m'a jamais donné, un amour inconditionnel, un soutien constant, la certitude qu'elle comptait. Parfois, je me demandais à quoi aurait ressemblé ma vie si j'étais allé aux Maldives. S'il m'avait incluse dans ce voyage, si j'étais resté connecté à des gens qui me voyaient comme une obligation plutôt qu'un cadeau. J'aurais manqué tout ce qui comptait. La carrière que j'ai bâtie sur mes propres mérites. La relation avec Andrew qui a prospéré sans drame familial. La paix de vivre authentiquement sans essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Être exclu de ce mariage a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pour ce qui aurait été le 20e anniversaire du mariage de Victoria aux Maldives, j'ai créé un compte de réseau social privé sous mon nom d'épouse. J'ai posté une simple photo de moi, Andrew et Sophia devant la tour Eiffel, prise lors de notre récent voyage à Paris. La légende disait, reconnaissante pour chaque personne dans ma vie qui est présente, qui me voit, qui me fait une place. La vraie famille n'est pas la biologie, c'est un choix. Je n'ai tagué personne de mon passé. Je n'ai fait référence ni aux Maldives, ni à l'exclusion, ni à rien de tout cela. J'ai simplement partagé mon bonheur avec quelques amis de confiance avec qui j'étais connecté en ligne. En moins d'une journée, j'ai reçu une demande de message sur Instagram de Rachel, ma cousine, celle qui avait vécu sa propre exclusion familiale des années auparavant. Après nos premières conversations via LinkedIn, nous avions échangé des emails occasionnels mais nous étions largement perdus de vue alors que nos vies prenaient des directions différentes. J'ai vu ta publication partagée par un ami commun, écrivait-elle. Je veux que tu saches que tu m'as sauvé la vie.
Après notre première conversation, j'ai enfin trouvé le courage de quitter la famille. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je suis tellement plus heureuse maintenant. J'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans. Nous avons 2 enfants, et aucun d'eux ne sait. Aucun d'eux n'est invité dans ce chapitre de ma vie. Merci de m'avoir montré que c'était possible. J'ai souri en lisant son message. Félicitations pour tout. Je suis si heureuse que tu aies trouvé le chemin de la paix. Ce n'est pas facile de se choisir quand tout le monde vous dit que c'est égoïste. Mais nous méritons d'être bien aimés. Elle a renvoyé un emoji cœur et une photo de ses 2 enfants jouant dans le jardin. Une nouvelle génération, libérée des schémas toxiques de notre famille commune. Briser les cycles. Construire quelque chose de meilleur. Voilà à quoi ressemble la guérison. Pas la réconciliation avec les gens qui vous ont blessé. Pas forcer le pardon là où il n'y a pas eu de véritable prise de responsabilité, mais construire quelque chose de nouveau et refuser de transmettre la douleur. J'ai 52 ans maintenant. Sophia en a 20, elle est en 3e année à l'université, étudie les sciences de l'environnement, et s'épanouit à tous égards. Andrew et moi venons de célébrer notre 20e anniversaire de mariage avec un voyage dans les îles grecques. Je suis maintenant directrice des opérations de la division européenne de notre entreprise, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé accomplir lorsque j'étais cette femme de 32 ans, blessée, regardant sa famille partir pour les Maldives sans elle. Ma famille biologique ? Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font. Je n'ai jamais regardé en arrière, jamais consulté les réseaux sociaux à leur sujet, jamais demandé de nouvelles à qui que ce soit. Ils existent quelque part dans le monde, vivant leur vie, probablement toujours convaincus qu'ils avaient raison et que j'étais déraisonnable. Cela n'a plus d'importance. Ils m'ont appris la leçon la plus précieuse que j'ai jamais apprise, vous ne pouvez pas forcer les gens à vous estimer. Vous pouvez seulement décider que vous vous estimez suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne le font pas. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir perdu ma famille, si ce grand réseau étendu me manque, si j'aurais parfois souhaité leur pardonner et maintenir le contact. La réponse est toujours non. Parce que je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu des gens qui prétendaient être une famille tout en me traitant comme si j'étais jetable. Ce que j'ai gagné valait infiniment plus, le respect de soi, la paix, des relations authentiques basées sur l'attention mutuelle plutôt que sur l'obligation biologique. La famille que j'ai choisie, la famille que j'ai construite avec Andrew, Sophia, nos amis et collègues qui sont constamment là avec amour et soutien. Ça, c'est réel. C'est ce qui compte. Être oublié pour ce voyage aux Maldives n'a pas été la fin de mon histoire. Ce fut le début de ma vraie vie. La vie où j'ai enfin compris que je valais plus que les miettes d'affection qu'ils me jetaient occasionnellement. J'ai simplement dit, ça arrive, et j'ai disparu. Et dans cette disparition, j'ai trouvé tout ce que je cherchais, un endroit où j'appartenais, des gens qui m'estimaient, et la paix qui vient de savoir que je ne me contenterai plus jamais de moins que ce que je méritais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique ou des plans de représailles élaborés. Parfois, c'est simplement de bien vivre, de construire mieux, et de refuser de donner plus de votre temps ou de votre énergie aux personnes qui vous ont blessé. Ils voulaient le vrai bonheur sans les drames. Je leur ai donné exactement cela, et j'ai trouvé mon propre vrai bonheur dans le processus sans eux. C'est ainsi que cette histoire se termine. Non pas avec une réconciliation, un pardon ou une réunion de famille émouvante, mais avec une femme qui s'est choisie, a protégé sa paix, et a construit une vie magnifique avec des gens qui ont mérité le privilège d'en faire partie. Et honnêtement, je ne changerai rien.